Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale, responsable qualité pour les établissements de santé et aide-soignante de métier depuis plusieurs années. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons élaborer une démarche clinique aide-soignante selon la méthode trifocale. Alors déjà, qu'est-ce que la méthode trifocale? C'est un processus, en fait, une identification sur l'ensemble donc de la santé, des problématiques, des potentiels problèmes qu'on peut rencontrer par rapport à des capacités quand on suit l'accompagnement d'un patient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura forcément des réflexions et des analyses à avoir en fonction du contexte et de la situation qu'on va rencontrer. Que vous travaillez en clinique, que vous travaillez dans les hôpitaux, que vous travaillez en maison de retraite, c'est intéressant de travailler sur cette méthode trifocale pour justement repérer les besoins, les attentes, analyser les problématiques, pouvoir anticiper et garder toujours, bien évidemment, une réactivité, toujours dans une démarche de soins et de qualité. Donc la démarche clinique nécessite donc un raisonnement clinique. Une activité, ce qu'on appelle donc mentale, c'est quelque chose qui ne va pas se voir, car c'est quelque chose que vous allez intérioriser, mais qui va permettre de répondre à certaines questions. C'est ce qu'on appelle un raisonnement, qui va vous amener à des déductions et qui va pouvoir vous aider, en tout cas le mieux possible, je l'espère, à établir un accompagnement, établir un suivi, pouvoir lancer des informations, observer, analyser, transmettre à vos collègues, notamment à l'infirmière, des outils nécessaires au bon déroulement de la démarche qualité de votre patient. Donc la démarche clinique selon la méthode trifocale fonctionne en plusieurs temps. Vous avez déjà le temps de recueil des données. Ça veut dire que vous allez récupérer un maximum d'informations qui vont être retranscrites, bien évidemment, mais des informations que vous-même, vous allez pouvoir garder comme notion d'information. Et puis vous allez avoir l'analyse, la confrontation avec la connaissance. J'identifie monsieur A dans sa chambre avec une certaine pathologie. On a un recueil de données et on a une analyse d'informations qu'on peut avoir, c'est sa pathologie. Et donc, afin d'identifier la nature des problèmes de santé et les causes, parfois, souvent, il n'y a pas forcément de problématique comme on le pensait, mais dans une démarche de réflexion, dans une démarche d'analyse, dans une démarche justement de prise en charge, il y a forcément des choses qui vont en découdre et qui vont vous interpeller. Et il est important effectivement de définir les actions, définir vos pensées de réflexion pour essayer de réajuster le plus rapidement possible votre prise en charge. Alors, ce raisonnement clinique s'inscrit dans une perspective fondamentale humanisme et recouvre deux notions. Celle d'une rencontre avec autrui, où la préoccupation de l'autre est centrale. On a ce qu'on appelle aussi effectivement l'approche centrée sur la personne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à lire bien évidemment des articles, des recherches de Carl Rogers, qui a fait énormément justement pour l'approche centrée sur la personne et sur la juste distance. Et bien dans cette méthode et dans cette démarche clinique, ce raisonnement clinique, on aborde cette approche centrée sur la personne. Vous êtes confronté à une prise en charge, vous êtes confronté à un soin, à une situation d'urgence ou pas. Vous êtes face à un corps, vous êtes face à une personne que vous ne connaissez pas, une rencontre avec autrui, avec qui il va falloir créer un lien. Créer un lien en toute confiance, créer un lien dans le respect de l'un et de l'autre. Vous allez devoir apprendre à connaître la personne, connaître ses difficultés et justement la problématique qui l'amène à venir soit aux urgences ou à être hospitalisé pendant quelques jours. Donc, c'est l'approche centrée sur la personne qui va pouvoir déterminer les informations, car vous devez récolter des données pour pouvoir après les analyser. Donc, c'est l'accompagnement de cette autre personne, respectant ce qu'il est, son désir, en tenant compte des conseils qu'il va vous donner, des informations qu'il va vous donner. Ça va correspondre aux pathologies, ça va correspondre aux antécédents, ça va correspondre aux examens qu'il aurait pu faire récemment ou assez longtemps. Ça va correspondre aussi aux traitements, pourquoi pas médicaux, qu'il effectue. Toutes ces informations vous servent dans votre démarche clinique pour repérer des données, les analyser et construire votre cheminement de réflexion en tant que soignant. Donc ce qu'on appelle le concept humanisme, c'est le corps, n'a pas seulement un objet de soin. Il a une âme, et cette âme-là, on peut le prendre en considération à travers notre démarche clinique. C'est-à-dire qu'il va avoir des ressentis, il va avoir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Tenir compte des pensées, des désirs, comme je vous le dis, des émotions et des ressentis de notre patient, la personne est acteur de sa prise en charge.
Si vous connaissez la loi du 2 janvier 2002, votre patient est acteur de sa prise en charge. Il détermine si oui ou non il accepte tel ou tel soin. Ben nous, dans notre démarche clinique soignant, on doit prendre en compte ces informations-là. Il y a un refus, il y a une problématique. Pourquoi il y a un refus? Qu'est-ce qui nous amène et quelles réflexions on va construire et on va amener autour de tout ça pour établir un protocole de soins, établir un protocole de suivi pour essayer de résoudre au maximum les problématiques qu'on pourrait avoir. Si le soignant lui donne la parole, l'écoute et le comprend, si vous donnez suffisamment d'importance au patient qui se trouve en face de vous, vous allez prendre le patient comme un sujet de soin qu'il va falloir approfondir, qu'il va falloir connaître, qu'il va falloir surtout découvrir et vous adapter bien évidemment à son rythme. Alors qu'est-ce qu'un problème? Comment on identifie un problème? Alors un problème, c'est un dysfonctionnement, c'est une difficulté à surmonter, c'est un déséquilibre. Et ces déséquilibres n'est possible qu'en cas de mobilisation de ressources personnelles à des difficultés. Donc vous devez creuser des informations pour essayer de comprendre et d'approfondir le mécanisme du besoin de votre patient. Votre patient a été hospitalisé ou il y a eu un post-opératoire qui s'est peut-être mal déroulé. On va prendre des données, des informations qu'on va classer, trier. Généralement, ça se fait mentalement, ce qu'on appelle de la réflexion, et qui nous permet de récupérer un maximum d'informations. Donc la difficulté, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être une déficience, ça peut être une incapacité, que ce soit provisoire ou définitif. Et puis on va rajouter le manque de ressources, pourquoi pas, qui va rajouter à la problématique de votre patient. Manque de ressources physiques, psychiques, sociales, économiques, juridiques, donc une difficulté d'adaptation. Ça va donner un problème. Vous allez... Je donne un exemple, vous travaillez aux urgences, vous avez une personne qui arrive suite à un accident de moto. Forcément, la personne arrive, le corps de la personne est peut-être, la personne peut être inconsciente, elle aura forcément des difficultés à exprimer ses besoins, ses ressentis. Vous n'en saurez pas plus sur ces informations sociales, économiques et juridiques, et pourtant il va falloir prendre en charge la personne. Donc difficulté d'adaptation pour vous, mais aussi pour lui, parce qu'il n'est pas dans un état de prendre soin de lui, il est en état de suivre le déroulement du protocole que vous allez mettre en place. Donc forcément, c'est ce qu'on appelle un problème. Donc le problème peut être réel, il peut être perceptable, on peut l'identifier. Tout ça amène toujours des atouts de réflexion. Donc un signe, manifestation constatée objectivement par les soignants, au cours d'un recueil de données, par l'observation d'un examen clinique, par exemple le pouls, la température, la diurèse, les vomissements, la diarrhée ou le paraclinique, radio, endoscopie, examen biologique. C'est ce qu'on appelle des informations mesurables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir si oui ou non on a une problématique. La température va te donner une information si oui ou non, si la personne a 39-40, il y a un risque d'infection. Si la personne, son pouls est correct, rythme cardiaque correct, tension bonne, température correcte, diurèse bonne, les paramètres vitaux mesurables sont normaux. On les reprend évidemment régulièrement, généralement toutes les 2 heures, et là on va dire qu'elles sont constantes ou pas. Et on va suivre l'évolution bien évidemment des choses. Donc c'est un signe. Ce qu'on appelle le signe mesurable va être identifié bien évidemment aux paramètres vitaux qu'on va pouvoir mesurer cliniquement. Et ce qu'on appelle les informations paracliniques, c'est les examens que la personne va pouvoir vous apporter ou que vous allez demander pour bien évidemment qu'il y ait un suivi, toujours dans une démarche de soins et de qualité. De là, dans notre analyse de réflexion, on va établir donc des symptômes. Le ressenti est décrit par le patient. Douleur, nausée, fatigue, déprime, peur, anxiété, peu importe. C'est la façon dont lui il va ressentir les choses qui va vous transmettre l'information. Et c'est là où il faut essayer de prendre le recul nécessaire. C'est-à-dire que quand on souffre, on n'a pas forcément de jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on souffre, la seule chose qu'on veut, c'est plus souffrir. Donc évidemment, quand on dit à la personne sur une échelle de 0 à 10, comment vous estimez la douleur, on estime par des scientifiques qu'on va souvent accentuer le chiffre. Mais c'est difficile à dire je souffre à niveau 7 ou je souffre à niveau 6. Quelle est la différence entre les deux? Donc on doit toujours prendre le recul, mais le ressenti du patient fait partie des données que vous allez récupérer, des informations que vous allez récupérer dans votre démarche de réflexion pour établir votre démarche clinique soignante. Et toujours dans votre modèle trifocal, c'est les informations que vous allez ramener pour pouvoir identifier un problème et pouvoir le résoudre le plus rapidement possible.
Donc le problème, comme on dit, il peut être potentiel. On ne le voit pas parce qu'il n'est pas encore présent ou il n'est pas encore mesurable par des examens cliniques. Donc on suppose qu'il pourrait arriver si on ne le mettait pas en place avec des actions de prévention, par exemple. Il n'y a donc aucun signe et symptôme, mais des facteurs de risque. La dénutrition, par exemple, la déshydratation peut favoriser, par exemple, la survenue des escarres. Donc à ce moment-là, effectivement, si on constate une perte de poids chez la personne, si on constate qu'il y a un problème de déshydratation, on doit mettre des actions préventives en place afin de sensibiliser la personne et éviter des conséquences qui deviendraient des problématiques, la venue des escarres. Donc le modèle trifocal, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est, déjà vous allez travailler en équipe, bien évidemment avec l'infirmière. L'infirmière, elle est compétente pour exercer son jugement clinique dans 3 domaines. Et vous, en tant qu'aide-soignant, vous êtes sous la responsabilité et vous allez collaborer justement avec l'infirmière à la recherche de signes, de symptômes dans 3 domaines bien spécifiques. Donc vous allez établir les problèmes de santé réels et potentiels. Premier point, problème réel en lien avec la pathologie ou les traitements, identification des signes et des symptômes. Deuxième catégorie, ce qu'on appelle les problèmes potentiels, à risque, les complications potentielles liées à la pathologie et aux effets secondaires thérapeutiques, donc les médicaments par exemple, les risques de réaction humaine, physique ou psychologique. Et dans la troisième catégorie, on va retrouver les problèmes réels en lien avec la réaction humaine, physique et psychologique. Ces 3 domaines-là sont très importants. Vous allez collaborer bien évidemment avec l'infirmière, avec vos collègues. Vous allez récupérer des données mesurables, des données observables et des données par information que va vous transmettre bien évidemment votre patient. Donc premier domaine clinique en collaboration, il va falloir établir des signes et des symptômes. Une maladie, un handicap, une incapacité, une inaptitude, une pathologie, est-ce un accident? Est-ce que ça a été une chute? Est-ce que c'est une pathologie neurodégénérative? Est-ce que c'est un cancer? On va besoin d'établir des données, une base de données. Et après, on va la classifier progressivement pour établir cette démarche clinique. N'oubliez pas que votre patient, s'il est venu dans l'établissement, clinique, hôpitaux, c'est qu'il a un besoin. Et lui, ce qu'il cherche, c'est des réponses. Donc, premier domaine clinique, par exemple. Monsieur L arrive aux urgences sur avis de son médecin traitant. Motif, infection au stéthoscope. Bon, pourquoi pas, on essaye de voir. Premier domaine clinique, on cherche le signe et les symptômes de la maladie recherchée. Et on retrouve bien évidemment des informations qu'on va collaborer par rapport aux informations qu'on a observées, mesurées et l'échange qu'on va avoir avec notre collègue. Les douleurs sont intenses, de la fièvre, on a 38,5, une plaie avec l'œdème au niveau de la jambe gauche qui va être localisée. Là, on a pu effectivement établir des signes et des symptômes qui sont visibles à l'œil nu et qui sont mesurables, comme la température. En recherchant les signes et les symptômes, donc l'infirmière, l'aide-soignante dans laquelle vous faites partie, vont permettre au médecin de poser un diagnostic. On a passé tous les paramètres vitaux, on a pu constater des problématiques et des signes qui vont nous amener à un diagnostic, donc à une démarche clinique qui va pouvoir être établie. La fièvre est constante, mais on ne sait pas si elle va augmenter ou pas, donc il faudra établir un protocole de soins bien défini pour pouvoir répondre à cette problématique. Qu'est-ce qu'une réaction donc humaine? C'est la réponse qu'un individu à un événement extérieur à un changement. C'est une manière personnalisée de réagir à ce qui arrive à son état de santé, son hospitalisation. Les symptômes peuvent être différents pour une même pathologie. La maladie, elle est propre à chacun. Donc on doit récupérer un maximum de signes et de symptômes. Prendre aussi les informations que le patient sera en capacité de nous fournir pour établir notre démarche clinique. Et le ressenti, bien évidemment, les pensées, les émotions. Toutes ces informations-là est un outil, on va dire, indéniable de la prise en charge, bien évidemment, de notre information. Mais notre monsieur L qui a été hospitalisé, il y a peut-être des risques aussi. Il va avoir des difficultés pour se déplacer, la mobilité, la dénutrition, risque de phlébite, risque d'intolérance, risque d'épuisement, ce qu'on appelle le sentiment d'épuisement, risque de septicémie. Tout ça, c'est des conséquences. Donc, puisqu'on a pu faire un objectif de problématique, on va pouvoir établir une démarche clinique de prévention qui va nous permettre de mettre en place un diagnostic et on va anticiper les choses pour éviter que d'autres problématiques puissent se rajouter déjà à la difficulté que va rencontrer notre patient.
Donc c'est important de travailler sur ce point de modèle trifocal, analyser la problématique, repérer des signes et des symptômes, toujours en discutant bien évidemment avec vos collègues. Pensez au confort bien évidemment de la personne. Pensez également aux informations que la personne va pouvoir vous fournir. On n'oublie pas qu'on reste centré sur la personne en elle-même, sur sa pathologie, sur ses antécédents, sur les traitements. Et on va travailler sur le côté aussi psychologique, psychique. Toutes ces informations-là vont être nécessaires, bien évidemment, à la prise en charge clinique, soignant, dans notre démarche de modèle trifocal. Alors, pour retrouver des exemples de raisonnement sur le programme DEAS, je vous invite à rejoindre le module 1 et 10 et je vous dis donc à très bientôt.